Bonjour Stéphane Arkinokhosso. Bonjour Carole Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices et bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Même si c'est Hugues qui répond à voilà. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arkinokhosso, bonjour également à nos téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, 3 sujets à débattre ce matin. Tentative de coup d'État, fin de la solidarité militaire nigérienne, attaque de l'aéroport de Niamey. Le Bénin réagit avec fermeté aux accusations infondées du général Tiani. Puis, pour une fin de mandat en apothéose, Talon appelé à faire un geste historique. C'est bel et bien la plaidoirie de la jeunesse de Borgou. Alors nous allons commencer par le tout premier sujet, tentative de coup d'État, fin de la solidarité militaire nigérienne. Alors, Stéphane Arkinokhosso, est-ce que nous commençons par quel sujet? La tentative ou on va au Niger d'abord? Bon, peu importe. Le Niger, attaque de l'aéroport de Niamey. Le Bénin réagit avec fermeté aux accusations infondées du général Tiani. Alors, est-ce que Stéphane Arkinokhosso, ces accusations de Tiani sont-elles crédibles? Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a carrément aucune crédibilité à trouver à ces accusations que j'ai jugées de farfelues parce que les arguments évoqués par le président Tiani sont totalement saugrenus. En fait, ça ne répond à aucune norme. Je pense que quand on est un chef d'État et qu'on est conscient qu'on est en relation diplomatique avec d'autres pays, il faut traiter les autres pays avec un peu plus de sérieux. Et à partir du moment où vous décidez de ne pas être sérieux envers vous-même et de ne pas prendre au sérieux les autres pays qui sont censés être vos partenaires, je pense que vous perdez toute crédibilité. Et je le dis pour 2 raisons. Voyez-vous, le président Tiani est monté au créneau pour dire, suite à l'attaque dont ils ont été victimes, malheureusement d'ailleurs pour eux, il est monté au créneau sans aucune investigation possible. Voyez-vous, sans porter de gants. Sans porter de gants, il est monté au créneau pour déjà trouver des coupables. Je pense que c'est quand même assez grave quand on est dans la posture d'un chef d'État. On ne peut pas prétester de quelques quiproquos ou de quelques conflits avec les pays voisins pour à tout va essayer de les considérer comme les boucs émissaires ou comme le malheur, n'est-ce pas, donc de tout ce qui vous arrive. J'ai quand même suivi au cours du week-end des explications qui sont apportées par d'autres confrères, notamment des confrères ivoiriens, qui ont quand même expliqué très bien la chose pour dire que, en fait, là où les violences se déroulent dans leur pays, ça n'a rien à voir avec nos frontières. Et puis, voyez-vous, c'est un pays qui est quand même sujet à un certain nombre de défis sécuritaires. Et au lieu de prendre à bras le corps cette question de défis sécuritaires-là, Monsieur Tiani, n'est-ce pas, donc pense qu'il faut pouvoir jeter son dévolu sur d'autres pays qui quand même n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans son pays. Et donc je trouve que c'est quand même assez grave. Et ce qui arrive au Niger, à nos frères nigériens, est quand même assez déplorable. Trouver un chef d'État qui se trouve être dans cette posture totalement puérile, moi ça me dérange, ça me peine et ça m'amène à me poser quand même un certain nombre de questions. Et puis je pense que c'est quand même la conséquence quand on perd les repères dans son propre pays, c'est quand même les conséquences logiques que cela donne. Et cela m'a d'ailleurs inspiré un éditorial ce matin que j'ai intitulé Tiani
la folie du pouvoir mal acquis. Et donc, quand on n'a pas acquis le pouvoir dans les règles de l'art et qu'on ne savait pas qu'on allait être dans cette posture et qu'on ne maîtrise pas la gestion du pouvoir d'État, quand on ne maîtrise pas les contours des relations diplomatiques qu'on peut entrevoir avec un pays, je trouve que c'est dans ces bassesses-là qu'on arrive à se retrouver et c'est quand même grave. C'est quand même grave pour notre sous-région que nous en sommes en arrivés là du fait de certains groupuscules d'individus qui ont voulu mettre en péril la bonne cohabitation qui a toujours caractérisé nos peuples et nos pays. Alors, qu'est-ce qui justifie selon vous ces accusations de la part de Tiani? Non, je trouve que rien ne justifie ça. C'est sur un simple saut d'humeur. Bon, moi, j'estime que pas parce qu'il est en conflit, il pense dans son imaginaire propre à lui qu'il est en conflit avec le président de notre pays, Talon, il pense qu'il est en conflit avec lui et donc quand quelque chose arrive, il faut pouvoir le pointer du doigt, le salir, le décrédibiliser et c'est la même chose qu'il fait avec la Côte d'Ivoire. Et puis c'est quand même le propre de tous les pays de l'AES qui en fait développe une phobie de la peur du voisin que moi je n'arrive pas, n'est-ce pas, donc à comprendre. Donc rien, ce qu'il justifie, c'est peut-être son incapacité à pouvoir faire face à ses propres problèmes à l'interne qui l'amène à perdre complètement la tête et c'est vraiment dommage pour nos frères nigériens. Hector Zogo, la même question pour vous, la crédibilité de ces accusations. Non, il n'y a pas du tout de crédibilité par rapport à cette déclaration faite par le premier responsable se retrouvant à la tête de l'État nigérien à la date d'aujourd'hui. C'est un peu déplorable d'autant plus que c'est un pays frère, ami, qui se retrouve en difficulté sur le plan sécuritaire et personne, que ce soit des Béninois ou des citoyens d'autres États africains, n'aimerait quand même voir les Nigériens subir ce qu'ils sont en train de vivre sur leur territoire depuis un certain nombre d'années. Et la question quand même du terrorisme est une question assez délicate. Et c'est une guerre asymétrique où on n'arrive quasiment pas à maîtriser tous les paramètres. Mais vous savez, malheureusement, le premier responsable s'est retrouvé être de la junte militaire. Et donc, la manière de gérer le pouvoir d'État n'est forcément pas la même que si c'était un civil qui était à la tête de ce pays-là. Et c'est un général, voyez-vous, c'est un général qui a le dos au mur. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, le vrai défi, c'est de pouvoir assurer les populations nigériennes, leur apporter de l'eau, construire des écoles, construire des centres de santé et leur permettre de vivre tout au moins dans un environnement sécurisé. Alors, avec l'international, déjà le pays se retrouve en difficulté et donc à partir de ce moment, ne soyez pas surpris que de temps à autre, le général puisse faire des bourdes. Pour moi, c'est une erreur de communication et sans aucun doute, au lendemain de cette déclaration qu'il a eu à faire, lui-même, il s'en serait déjà rendu compte. Parce que déjà, quand vous regardez un peu nos frères nigériens, quand vous lisez un peu la toile, ils sont sceptiques. Ils se posent eux-mêmes la question de savoir qu'est-ce qui pousse le responsable à sortir, le responsable d'un pays souverain, à sortir des déclarations aussi... De tels propos. Ouais, aussi graves. Et vous voyez, quand vous prenez le territoire béninois, il y a quand même plusieurs de nos frères nigériens qui y sont. Même au Niger, vous avez plusieurs Béninois qui se retrouvent sur leur territoire. Donc on ne peut jamais souhaiter qu'il y ait une sorte de tension diplomatique entre nos deux États. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, les relations ne sont pas au bon fils, mais ça ne permet pas quand même à l'un de ceux-là qui dirigent nos deux territoires de prendre la parole de cette manière-là. Parce qu'en le faisant,
vous empêchez le dialogue. La seconde partie se braque et inéluctablement, il y a un vide qui se crée. Ce qui fait que les personnes qui vont le plus en souffrir, ce sont les populations. Vous auriez pu remarquer qu'au cours de la semaine, donc, sur la toile, il y a quand même les réalités de nos frères nigériens qui sont partagées par plusieurs personnes pour dire, bon voilà, vous refusez ou vous êtes en train d'incriminer un pays frère et ami qu'est le Bénin, mais voilà vos citoyens, les stratégies qu'ils mettent en place pour se retrouver toujours sur le territoire béninois. Pour moi, c'est une question d'orgueil. C'est une question d'orgueil. Ça peut arriver à tout individu, mais les déclarations sont assez graves. Maintenant, le Bénin, l'étape à laquelle notre pays se retrouve, est-ce qu'elle va chercher à répondre à ce genre de sortie? Je ne crois pas. En tout cas, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a démontré à quel point le gouvernement béninois aujourd'hui est préoccupé par les questions de développement de notre pays, au point donc de ne pas faire de la fixation sur ses propos. Parce que juste... Pourquoi autant de réactions de la part du Bénin? D'abord le ministre des Affaires étrangères, puis ensuite le porte-parole du gouvernement que vous venez de citer. Oui, c'est important pour un État souverain, c'est important de réagir. Et la réaction n'est pas de la même proportion que celle qui a été quand même celle de l'action qu'on a eue de la part donc, du responsable de l'État nigérien. Et ça démontre déjà que le Bénin n'est pas assez fermé. Vous saviez qu'il y a eu quelques années en arrière, le chef de l'État béninois a quand même envoyé plusieurs émissaires au Niger pour que les deux parties puissent ramener la balle à terre. Quoi qu'on dise, nous sommes en fait deux États partenaires et ce n'est pas l'orgueil des dirigeants ou ce n'est pas l'orgueil d'un dirigeant qui va nous empêcher de continuer par réfléchir aux voies et moyens à trouver pour amener la paix entre les deux pays. Parce que vous voyez, au moment où le responsable de l'État nigérien a pu prendre la parole et a incriminé toute notre nation, ce n'est pas que notre nation. Il a incriminé par exemple la Côte d'Ivoire, il a incriminé la France également. La France qui se retrouve être l'ancienne colonie, c'est de bonne guerre. Vous convenez avec moi, l'ancienne colonie. Et la France qui a quand même de très bonnes relations avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme on dit, l'ami de mon ennemi, qu'est-ce qu'il est? L'ami de mon ennemi, qu'est-ce qu'il est? Il est mon ami ou il est mon ennemi. Bon, voilà. Donc si l'ami, c'est-à-dire que si j'ai un ami, d'accord, si l'ami de mon ennemi doit rester mon ami, ça pose un problème. Un problème forcément. L'ami de mon ennemi doit pouvoir se mettre dans la posture d'ennemi. Donc ce qu'ils attendent aujourd'hui, les pays de l'AES en général, ce qu'ils attendent du Bénin et de la Côte d'Ivoire, c'est que nous puissions parler le même langage diplomatique qui nous permet de nouer des relations avec la Russie et de tourner définitivement dos à la France. Mais chaque État étant souverain, essaye de voir là où il y a ses intérêts. Et donc le Bénin sauvegarde aujourd'hui ses intérêts avec la France et n'a pas donc d'ordre à recevoir de quelque État que ce soit pour changer de stratégie. Le jour où le Bénin se sentira plus en sécurité avec la France et décidera donc de rompre toutes les relations avec l'ancienne colonie française, on passera à autre chose. Mais pour l'État, en l'État, à l'heure actuelle, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Donc c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Seulement que ça jette du discrédit. Voyez-vous, ça jette du discrédit sur l'État d'où les déclarations viennent. Ça fait mal. Je suis sûr que nos frères nigériens qui vivent sur le territoire béninois ne sont pas d'accord, mais que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent rien faire d'autre que de garder le silence et espérer que des voies et moyens soient assez vite identifiés pour que nous puissions
poursuivre le dialogue. Parce que tant que le dialogue ne se mène, ça va être difficile de tourner dos à cette crise-là qui ne fait que perdurer. Et puis, dernière note peut-être sur laquelle je vais me prononcer, après la déclaration du responsable de l'État nigérien, vous aviez vu l'État islamique à travers donc, le communiqué. Les Yannis qui ont revendiqué donc, cette attaque-là pour dire qu'en réalité, ce sont elles qui sont allées saccager les installations au niveau de l'aéroport. Donc déjà, quand de pareilles déclarations viennent contredire ce qui a été officiellement porté par la voix du général Tiané, vous convenez avec moi que déjà ça crée de doutes au niveau de la conscience collective des Nigériens qui se retrouvent sur le territoire nigérien. Et par conséquent, il faut trouver d'autres voies et moyens pour encore essayer d'amadouer ce peuple-là, pour essayer de faire comprendre au peuple que non, le défi se retrouve ailleurs. Parce que le plus important aujourd'hui, les populations vont chercher au fur et à mesure à ce que leurs dirigeants leur permettent d'être plus en sécurité, de pouvoir obtenir gain de cause par rapport aux besoins fondamentaux. Maintenant, s'ils n'ont pas la possibilité d'y faire face, le peuple risque de se retrouver dans les rues. Et donc, c'est ça qu'ils évitent de tout temps. Et donc, dès qu'il y a peut-être une attaque, il faut tout juste prendre la parole, trouver le bouc émissaire, démontrer que ce sont les États voisins, en l'occurrence le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui sont appuyés par la France pour les attaquer, histoire de dire au peuple, écoutez, on a bien envie de travailler, mais les États voisins nous empêchent de le faire. Donc c'est toute une stratégie de guerre, c'est une stratégie politique, de communication politique qu'ils mènent. Et puis, nous, on le comprend aisément. Donc, on n'a pas à tomber dans leur piège, en fait. Quel rôle joue concrètement aujourd'hui la Russie dans ce discours de Tiané? Non, avant de répondre à cette préoccupation... Vous voulez forcément justifier la réaction du Bénin? Parce que c'était la dernière question à Hugues. Oui, je voudrais quand même revenir sur deux éléments qui me paraissent importants. Et je voudrais commencer par la chute de Hugues pour dire que lorsque vous sortez avec des airs d'assurance devant la presse pour accuser des États et qu'au lendemain, d'autres groupes disent ou revendiquent l'attaque, moi je pense qu'on ne peut pas comprendre un chef d'État dans cette posture. Cela, à la limite, fait croire que vous êtes une marionnette de vos propres émotions. Une marionnette de vos propres émotions, c'est-à-dire que vous vous faites manipuler par vos émotions. Alors, deuxième élément que je voudrais relever, c'est tout simplement que vous étiez en train de faire la question à Hugues tout à l'heure, pourquoi est-ce que nos ministres ou le porte-parole du gouvernement allaient réagir. Je pense que face, je veux dire, à la gravité des accusations suivies d'une menace carrément de guerre ou de déclaration de guerre, on va dire, il fallait que les autorités béninoises à divers niveaux puissent sortir d'abord pour rétablir les faits, remettre les faits dans leur contexte, et puis ensuite pour dire que ils ont pris ou elles ont pris acte de cette déclaration de guerre et que si quelque chose arrivait à se faire, le Bénin prendrait, je veux dire, toute sa responsabilité à sécuriser son territoire. Donc cette sortie du gouvernement est quand même justifiée. Maintenant, je viens à votre préoccupation. Le rôle de la Russie dans le discours de Tiani. Je pense que fondamentalement, la Russie n'a pas un rôle intuito personnel. Vous savez, ces grandes puissances-là sont présentes là où leurs intérêts s'y trouvent. Et à partir du moment où les Nigériens ont délibérément, ou la junte au pouvoir
a décidé, au nom d'un panafricanisme béat, a décidé de faire dos à la France, n'est-ce pas? Donc, il n'avait d'autre choix que de se retourner vers la Russie, parce que, vous savez, ils ont quand même des ressources naturelles à faire valoir, et donc ils devraient trouver un partenaire pour faire écouler et trouver un partenaire pour les sécuriser, pour les accompagner dans leur aventure. Maintenant, c'est normal que à partir du moment où il a un allié comme la Russie, son discours change vis-à-vis de tous ceux qui n'ont pas pour allié direct, n'est-ce pas, donc la Russie. Donc je trouve que c'est quand même normal. Ce n'est pas du fait de la Russie, mais c'est du fait plutôt du choix qui a été fait par les autorités nigérianes ou la junte au pouvoir. Vous voyez, quand c'est la Russie qui vient intervenir au Niger, il n'y a pas de problème. Hein. On ne crie pas à l'attaque. Non, on estime que c'est très bien que la Russie peut venir intervenir. Mais dès lors que c'est la France, on considère que bon, la France joue à l'impérialisme, etc. Donc je trouve que ils sont dans leur couloir. On ne peut pas leur refuser de faire des choix. C'est leur pays, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais lorsque vous faites des choix pour votre pays, n'impliquez pas n'est-ce pas, donc d'autres pays dans votre Alors, à qui votre profite aventure. concrètement cette crise qui perdure? Ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. C'est dommage que deux pays, frères, amis, qui avaient une certaine cohabitation pacifique, se retrouvent dans cette posture aujourd'hui où la frontière n'est-ce pas, donc est fermée depuis un certain temps. Le bon voisinage qu'il y avait entre les États où on s'invitait, on se visitait, etc. Tout ça là, ça s'est relégué dans un passé lointain, et c'est quand même dommage sur le plan économique. Je pense que les Nigériens, malheureusement, sont les plus perdants du fait de l'enfermement délibéré et volontaire de la junte au pouvoir. Je trouve qu'il serait quand même intéressant que la junte au pouvoir au Niger puisse à un moment donné faire preuve de clairvoyance, de lucidité, et pour faire baisser la tension. Parce que ce n'est pas bien qu'on soit vraiment des voisins comme ça et qu'il n'y ait pas confiance et qu'on développe cette phobie de la peur du voisin, etc. C'est quand même assez dangereux, et on ne sait pas quand est-ce que ça va dégénérer. Je reste avec vous, Stéphane. Dites-moi, quel est l'impact régional de cette crise? Non, ce que je disais, c'est ce que je disais. L'impact régional, c'est que d'abord, voyez-vous, les trois pays se sont déjà isolés. Ils ont créé l'AES. Ça crée déjà une fracture institutionnelle au niveau de notre sous-région, ce qui n'est pas bien. Ensuite, dans les rapports individuels avec les États, il y a conflit parce qu'on suppose que d'autres pays sont un terreau fertile pour des puissances étrangères qui sont appelées à les attaquer, etc. Donc ça crée un climat de méfiance. Un climat de méfiance, un climat de suspicion qui n'arrange pas du tout les choses, jusqu'à ce qu'on en vienne à dire on va entre griffes rugir ou birugir, je n'ai pas bien entendu. Je trouve que c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Il faut bien qu'à un moment donné, on puisse trouver une solution à cette situation qui n'a fait que trop perdurer. Je voudrais quand même rassurer mon cher Stéphane Arino Hossou et lui dire qu'en réalité, on ne va pas ajouter de l'huile sur le feu. Le Bénin est au-delà de tout ça. Et je crois que les Nigériens même sont au-delà de ce qui a été dit par le premier responsable de leur État. Et voyez-vous, comme je le disais dans mes notes liminaires, quand vous vous retrouvez dos au mur, il y a certaines choses que vous faites et après vous regrettez. Je suis sûr que si vous rencontrez le général Tiani ce matin et vous cherchez à comprendre ce qui a pu se passer,
il vous dira, bon, il fallait servir quelque chose aux populations et voir dans la mesure du possible comment circonscrire les dégâts. Parce qu'on parle quand même de l'aéroport, et l'aéroport, c'est un espace de souveraineté. Si on arrive à détenir votre aéroport, c'est comme si on arrive à détenir la chaîne de télévision nationale de votre État. Et vous mesurez un peu ce que ça peut représenter. Et donc, c'est quelqu'un qui se voit en cet instant-là perdre le pouvoir d'État. Alors, qu'est-ce qu'il va dire encore à ces populations pour les rassurer? On parle quand même d'un général. On parle d'un général, n'oublions pas le contexte. On parle d'un général. Qu'est-ce que le général peut servir en ce moment-là? Pour que les populations ne se disent pas, ben, il a perdu le pouvoir d'État. Donc, il a servi. Parce qu'il connaît ses frères, il connaît Patrice Talon, il connaît Alassane Ouattara, il sait que c'est des pacifistes et que lui, ses déclarations, il va juste les faire pour bluffer ses populations et qu'en face, il n'y aura pas de la tension. La preuve, vous avez vu la réaction du Bénin. À aucun moment le Bénin n'a, à travers ses sorties officielles, dit « Bon, ok, nous sommes prêts à aller en guerre avec le Niger ». Ça aurait été d'autres États, peut-être même qu'il ne serait plus là où il est aujourd'hui. Donc, pour moi, on peut quand même voir autrement les choses. On peut voir autrement les choses. Le souhait qu'on doit quand même nourrir le plus, c'est que le calme revienne, que la sérénité revienne, que la sérénité gagne les cœurs et que l'on comprenne, que ces dirigeants-là comprennent que la mission fondamentale, c'est d'être utile au peuple qu'ils dirigent. Le Bénin est cité de plus en plus, le porte-parole du gouvernement l'a dit, le Bénin est cité de plus en plus parce qu'à l'international, en Afrique de l'Ouest, le pays le plus en vue aujourd'hui, c'est le Bénin. Et donc, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour s'identifier par rapport à cet État-là. C'est une communication politique. Il sait pourquoi il a sorti ces propos-là. Il sait qu'en le disant, d'une manière ou d'une autre, ça va susciter de l'intérêt, de l'attention. Et puis, vous savez, entre les États, les débats qui se mènent sont hautement stratégiques. Rien ne prouve que le général Tiani et le président Patrice Talon n'ont pas encore eu la chance de se parler depuis cette déclaration à la date d'aujourd'hui. Donc, sachant raison garder, et pour moi, c'est une déclaration assez grave. On ne devrait pas permettre que de pareilles déclarations se fassent, mais nous sommes un État souverain et on a suivi tous la réaction officielle de notre État, donc la réaction officielle de l'État béninois à travers la voix du porte-parole du gouvernement béninois. Et on va se limiter à cette déclaration-là et espérer que le ministère des Affaires étrangères, de concert avec les diplomates béninois, poursuivent le travail. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que finalement, l'État nigérien et l'État béninois puissent ramener la balle à terre. Pour le bonheur des populations. Quand vous prenez les situations, si vous permettez que j'aille au bout, quand vous prenez les situations de guerre, d'accord, quand vous prenez les situations de guerre, quand ça arrive à un niveau où les deux parties se rendent compte qu'elles ne peuvent plus avancer parce qu'elles ont tellement perdu d'éléments, quelle est la réaction? On demande le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu ne s'obtient pas sans qu'on ait une table ronde. Des pourparlers. Ça, c'est le rôle du ministère des Affaires étrangères. Les Béninois, ils vont se fâcher. Oui, ils ont le droit de se fâcher. Ils sont des citoyens et on a tenu des propos assez graves vis-à-vis de leur État. Ils doivent se fâcher. Mais le ministère des Affaires étrangères, qui comprend le langage diplomatique, n'a pas à se fâcher. Ce ministère-là doit poursuivre le travail
ce ministère, le ministère des Affaires étrangères, doit continuer par tendre la main aux autres diplomates nigériens pour trouver la stratégie en vue de ramener la balle à terre. Parce que ce qui se vit là, qui sont les personnes qui en souffrent? Ce sont les populations, c'est vous et moi. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Ce sont les populations béninoises. Les commerçants béninois qui ont l'habitude de mener leurs activités sur le territoire nigérien. Vous voyez à quel point ils sont bloqués. Et si ce n'est que ça qu'ils ont appris depuis près de 2 ans ou un peu plus, vous voulez qu'ils vivent comment? Il y a, comment on appelle, des opérateurs économiques, il y a des transitaires qui n'ont que des partenaires nigériens. Depuis que cette tension-là se vit entre nos deux États, ces transitaires-là se retrouvent en difficulté. Ces transitaires-là ont des Béninois qui travaillent au niveau de leur société. À un moment donné, il va certes se dire, oui, c'est des jeunes qui sont restés au niveau de mon entreprise, ils ont été loyaux et tout le reste, mais s'il ne fait pas des chiffres d'affaires, à un moment donné asphyxié, il sera obligé de licencier ces jeunes-là. Donc, pour moi, le débat n'est pas qu'est-ce que le général Tiani a pu dire aujourd'hui. Il a dit. Et il sait qu'il ne doit pas continuer par le dire. Il le sait. Maintenant, la suite, c'est qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons nous arrêter à cette déclaration-là ou bien nous allons continuer par travailler pour amener assez vite la paix entre nos deux États? Donc, pour moi, c'est le plus urgent. Non, moi, je veux quand même dire que je comprends. Que peut-il se passer par la suite? Je comprends peut-être Hugues. Pour finir avec le sujet. Je comprends peut-être Hugues dans sa posture de centriste ou de celui qui veut concilier les deux parties. Mais moi, je veux dire que je suis outré, je suis déçu, je suis peiné personnellement, je suis peiné personnellement lorsque des États ne prennent pas mon pays au sérieux. Je suis béninois, je suis journaliste, je suis béninois. C'est la terre de mes ancêtres. Et je suis outré de voir que d'autres ne prennent pas notre État suffisamment au sérieux. Voyez-vous, on ne peut pas admettre que le Bénin soit l'amuse-gueule de certains dans la sous-région ou que à tout va, on peut se lever et dire, bon, ok, comme un enfant placé pour dire, viens, je vais te faire cocotta lorsqu'il y a une situation. Je vais vous donner Non, permets-moi de finir, s'il te plaît. Ce n'est pas quand même normal. Et quand on dit que le problème, ce n'est pas ce qu'il a dit, moi, je trouve que le problème, c'est justement ce qu'il a dit. Et le problème, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il a dit. Tiani, c'est une personne consciente qui réfléchit. Il est un général. Quand il se lève délibérément de son propre chef pour venir publiquement accuser un autre État d'une attaque, moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Et je voudrais finir pour dire que, heureusement, qu'à l'occasion de la consultation du FA pour cette année, le signe qui est sorti, qui est le signe Lososa, a été quand même suffisamment clair. Quiconque décidera, n'est-ce pas, donc de s'attaquer au Bénin, ne va pas s'en sortir indemne. C'est suffisamment clair. Et donc, on ne peut pas permettre que des gens puissent... Mais lorsque quelqu'un se met dans une posture qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas baisser la garde, regardez toute la démarche qui a été menée par le Bénin jusque-là. Et pourtant, le Niger est resté dans sa posture de fermeté. Les frontières ne sont pas ouvertes jusqu'à aujourd'hui. À quel moment une nation, un État souverain, échange avec vous d'égal à égal et vous demande de venir vérifier pour voir si ce pourquoi vous nous soupçonnez là est pertinent? À quel moment un État vous tend la main pour dire il est temps que le conflit qu'il y a entre nous puisse connaître son dégel? À quel moment un État est tranquille et travaille pour le bien-être de son peuple et qu'un autre est là pour un oui, pour un non, plus l'indexer du doigt? Je pense que ce n'est pas prendre notre pays au sérieux. Ce n'est pas prendre notre pays au sérieux. Il faut pouvoir dénoncer ces genres de choses-là avec la dernière fermeté. Vous voyez comment les journalistes ivoiriens se sont levés pour dénoncer ces agissements de Tiani. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Si
on est des frères et des sœurs dans un espace, dans une communauté, et que les autres décident de ne pas rester dans une logique d'accalmie alors qu'il y a problème, moi je trouve que chacun alors peut rester dans sa posture, mais on ne prendra pas l'autre comme amuse-gueule et à tout va lui dit viens, on va te mettre quelques... Non, je trouve que vous savez, ce n'est pas du tout normal. Je vais l'assimiler à une situation que nous vivons généralement en politique au Bénin, ou peut-être même un peu plus ailleurs. Je vous donne des cas précis. Prenez... Vous avez 1 minute. Maître Adrien Humbouilly, d'accord, qui a combattu le docteur Thomas Boni-Yaye, d'accord, mais qui reprend encore langue avec ce dernier quelques années après. Les jeunes qui ont été boucs émissaires, qui ont travaillé avec Maître Adrien Humbouilly pour combattre le docteur Boni-Yaye, ne seront plus appelés et ne seront plus présents quand Maître Adrien Humbouilly et Boni-Yaye vont se retrouver pour faire taire tout ce qu'il y a comme situation. Et en fait, les Béninois sont conscients, à la date d'aujourd'hui, les Béninois sont conscients que ce qui est reproché à leur État, que c'est sans fondement. D'accord? Les Béninois en sont conscients. Rester à s'y attarder, c'est accorder du crédit à ce qui a été dit. C'est une logique. Vous avez quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais qui n'a plus la possibilité aujourd'hui d'offrir tout ce qu'il a promis à ces populations. Il n'a plus la possibilité de le faire. Et donc, il ne surfe que sur des situations du moment. Donc, il ne surfe que sur ce genre d'attaque-là. Et bon, il sait, il connaît le langage, il connaît la sociologie de son peuple. Donc, il ne peut que servir à son peuple ce que son peuple a envie d'entendre. Lui, il est dans la posture de mon peuple ne souhaite plus avoir une relation avec la colonie française. C'est un fait. Chez nous, nous avons des panafricanistes. Ce n'est pas seulement au Niger que nous avons les panafricanistes. Au Bénin aussi, nous avions des panafricanistes. Mais chacun sait le regard qu'il porte sur la relation France-Afrique. Au même moment où on parle de la relation France-Afrique, on parle de la relation Chine-Afrique. On parle de la relation Russie-Afrique. Et donc, si l'intéressé se rend compte aujourd'hui que le langage le plus approprié dont son peuple a besoin, c'est de dire « nous combattons fermement la relation France-Afrique », lui, ça lui permet de rester au pouvoir. Et donc, tout ce qu'il doit sortir comme propos, c'est juste dans le souhait de manipuler la masse, donc dans le souhait de manipuler son peuple. Maintenant, est-ce que les Béninois vont s'attarder sur ça, vont abandonner leur gagne-pain, vont abandonner tout ce qu'ils ont comme priorité de développement et chercher à lui répondre? Parce que Tiani peut faire autant de déclarations. Il sait que le Bénin ne peut pas l'attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bon, qu'est-ce que le Bénin fera? Dites-moi. Vous allez vous fâcher pour rien du tout. Je ne vois pas le Bénin aller attaquer le Niger. Ce n'est même pas envisageable. Mais est-ce qu'on peut voir, on peut voir un État voisin menacer un pays? Mais ce que je vous Deuxième sujet à débattre. Deuxième sujet à débattre sur ce plateau. Un État Deuxième sujet à débattre. Menacer un autre. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur le fait que lorsque tu dis qu'on ne doit pas s'y attarder, mais il faut de façon ponctuelle dénoncer la chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce plateau, on ne peut pas permettre que sur ce plateau, on puisse se lever. Non. Deuxième sujet à débattre. Le temps est parti. J'ai annoncé 3 sujets et nous avons fait plus de 30 minutes sur le seul sujet. On va l'aborder, Carole. Si vous permettez, je crois quand même que sur ce plateau, je n'ai pas manqué de désapprouver le général Tiani. Mais moi, je suis dans une posture. Mais je ne comprends pas. Mais moi, je dis, je ne vous refuse pas votre posture.
Mais je dis que moi, dans ma posture, je ne vais pas tolérer ou admettre l'idée que des gens puissent prendre notre pays comme amuse-gueule. Et qu'à tout moment, on peut se lever pour dire oui. C'est vous qui sortez ces expressions-là. C'est le Bénin. C'est moi. C'est vous qui sortez ces propos-là. C'est moi. Voilà, vous allez poursuivre. Stéphane Arinou-Ransou. Vous étiez là quand on a dit que le Bénin avait une base militaire. Ici. Vous êtes là encore et on a dit ça ne nous a pas empêché. Non, il faut pouvoir dénoncer. Il faut pouvoir dénoncer. Ça ne nous a pas empêché. Il faut pouvoir dénoncer. On va s'écouter enfin sur ce plateau. On va s'écouter sur le plateau. Hugues Hector Zogo, nous allons poursuivre. Deuxième sujet à débattre ce matin. Tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. On continue d'en parler. Fait de la solidarité militaire nigériane au Bénin. Oui, je pense que les ardeurs se calment. Oui, non. Les ardeurs sont calmes. C'est parce que je suis. Revenez à un autre sujet. Je suis déçu. Je suis obligé de prendre un autre sujet étant donné que vous avez du mal à vous écouter. Donc, on s'écoute. Voilà. On s'est compris d'ailleurs, je pense bien. Moi, je n'ai pas compris. J'ai un chat dans la gorge. Non, il n'ira pas partir. Donc, je trouve que à l'occasion de cette aventure, je vais dire, que quelques individus ont voulu entreprendre pour déstabiliser notre pays, le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité de solliciter le Nigeria par l'entremise de la CEDEAO pour une intervention militaire. Et le Nigeria a répondu favorablement et a déployé un contingent de 200 ou de 260 à peu près de militaires nigérians qui sont venus au Bénin. Ils y ont séjourné un mois ou plus d'un mois. Plus d'un mois, ouais. Certainement. Et donc, puisque tout est revenu à la normale, il n'y a plus de... Justement, c'était même ma question. Est-ce que le retrait des troupes nigérianes signifie-t-il la fin de l'urgence militaire ou sécuritaire au Bénin? Oui, je pense qu'il y a même déjà un peu plus... Enfin, il y a quelques semaines déjà passées qu'il y a plus d'urgence, parce que même, je crois, une semaine après cette virgule-là, notre chef d'État... notre chef d'État est sorti. Cette information que nous avons traitée sur des semaines, c'est ça que vous appelez aujourd'hui virgule? Oui, c'est une virgule. Allez-y. Heureusement pour nous, je m'en réjouis d'ailleurs. On a vu le chef de l'État sortir et aller au palais des congrès. On a vu donc plusieurs. Donc la situation est revenue. La situation est revenue à la normale. Et c'est tant mieux pour notre pays. Ce qu'on va espérer, c'est de ces genres de coopération que nous avons besoin dans notre sous-région. C'est de ces genres de coopération où on se met ensemble pour barrer la route aux imposteurs, à ceux qui se sont donnés pour ambition de déstabiliser des États. C'est de ces coopérations-là que nous avons besoin, au lieu de coopérations qui vont contribuer à fragiliser la sous-région. C'est le lieu de remercier l'État nigérien, remercier la CEDEAO pour le fonctionnement normal des institutions, même si on peut trouver, n'est-ce pas, dans des choses à reprocher, c'est quand même déjà bien qu'on ait une institution ou une structure qui permet l'entraide et la solidarité militaire pour barrer la route à ces imposteurs qui veulent déstabiliser nos États. Je suis vraiment heureux pour cette mission accomplie par ce contingent. On va espérer qu'ils vont retrouver leur famille et ils vont pouvoir continuer leur vie sereinement. Et je pense que ces gens de coopération doivent inspirer et servir de leçon à d'autres voisins qui doivent pouvoir rentrer dans le rang pour la bonne marche des choses dans notre espace. Et Hector Zogo? Vous voyez, il faut que nous puissions être conséquents dans notre démarche. Il y a quelques années en arrière, le Bénin s'était retrouvé aussi en difficulté avec le Nigeria. C'est des faits, c'est du factuel. Et pourtant,
le ministère des Affaires étrangères a continué la diplomatie jusqu'à ce que les relations Deviennent normales. se rétablissent. Ce n'est que ce qu'on peut aujourd'hui souhaiter avec le Niger aussi. On ne peut pas continuer par jouer à du ping-pong parce que ça ne sert absolument à rien. On a fini avec le Niger. Oui, on a fini avec le Niger, mais la question sécuritaire qui est en jeu là nous oblige aujourd'hui à faire un retour sur la situation du Niger. Le Bénin a connu la difficulté il y a quelques années en arrière avec le Nigeria. Vous avez vu comment c'était tendu entre le Nigeria et puis le Bénin. À un moment donné, personne n'espérait même que la frontière nigériane soit ouverte avant la fin du mandat du président Patrice Talon. Et pourtant, on s'est retrouvé en difficulté. C'est ce même État avec qui on avait eu de difficultés diplomatiques, c'est ce même État-là qui nous est venu au secours. Donc, qu'est-ce que nous recherchons? Si ce n'est pas que la paix puisse revenir dans nos États, que les hommes puissent continuer par dialoguer. Et c'est en cela que j'invite mon cher Stéphane à ne pas chercher à faire du ping-pong, parce que ça ne nous sera pas utile. Oui, c'est notre droit en tant que journaliste de sauvegarder les intérêts de notre État. C'est de notre devoir de pouvoir reconnaître que ce qui a été dit, on ne devrait pas le dire. Mais à partir du moment où on a fini de le faire, il faut qu'on puisse interpeller aussi nos autorités. Les diplomates béninois, il leur revient de travailler pour que l'on ramène la balle à terre. Il ne sert pas, il ne sert à rien de dire oui, on est diplomate, on travaille au ministère des Affaires étrangères, et puis ça s'arrête là. C'est au moment où il y a la crise, c'est en ce moment-là que vous démontrez votre capacité à être diplomate. Moi, je ne suis pas diplomate. Je ne suis pas payé par l'État béninois pour ça. Mais il y en a qui sont payés par l'État béninois. Donc, qu'ils fassent leur job, comme on le dit. Et c'est ce que j'attends de mes diplomates. Ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, c'est maintenant qu'il doit prendre son bâton de pèlerin. Sinon, il aurait échoué. Qu'est-ce qu'il finalement va nous laisser comme héritage à la fin du mandat du président Patrice Talon, en tant que ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce qu'il nous dira? Qu'il a été ministre des Affaires étrangères et que les relations ne sont pas restées au beau-fils entre le Bénin et le Niger, c'est ça? C'est le bilan qui va nous laisser? Oui, au même moment où nous sommes en train de mettre la pression à l'État du Niger, à dire on ne doit pas dire telle chose de notre pays, au même moment nous devons dire ce qu'il faut dire à nos autorités aussi. Parce qu'elles sont payées chaque fin du mois pour ça. C'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Donc la question que j'évoquais, c'était une question aussi simple que ça. Le Nigeria vient de nous démontrer que... Vous avez tenu à répondre à Stéphane. Mais vous me permettez revenez sur le sujet. Vous me permettez Vous me permettez de placer un mot. Non, Stéphane. Non, Stéphane, on a fini avec le Niger. On a fini avec le Niger sur ce plateau. On a fini, effectivement. Mais Hugues, vous avez trouvé le moyen de répondre à Stéphane. Prononcez-vous rapidement. Stéphane, vous n'avez pas la parole. D'accord. On a assisté au désengagement du bataillon d'infanterie mécanisée de l'armée nigériane vendredi dernier, et c'est avec grande satisfaction que cet exercice-là a été fait par les autorités nigérianes et celles de notre pays. Et merci donc au général de corps d'armée, Fructueux Gbagidi, qui a pu, au nom de notre État, reconnaître le mérite de ces soldats, de ces braves soldats, je dirais, nigérians, qui sont venus nous appuyer et qui nous ont permis de tourner définitivement dos à cette histoire du 7 décembre 2025 qui aurait pu faire basculer les institutions dans notre pays. Fort heureusement, le Bénin reste debout et continuera par l'être. Et on espère vivement que chacun de ces soldats-là a pu retrouver sa famille et que le combat se poursuit pour le bien de leur pays, le Nigeria. Alors, dernier sujet, nous allons nous intéresser à la demande de la jeunesse du Borgo qui interpelle le chef de l'État à finir en beauté son mandat en accordant la grâce présidentielle aux détenus dits politiques. C'est très bien exprimé. Oui, je pense que je dois quand même
je dois quand même prendre la parole. Je dois quand même prendre la parole parce que... vous ne revenez plus sur la question du Niger. Vous ne revenez plus, Stéphane, sur la question du Niger. Oui, dernier sujet, oui. Pour une fin de mandat en apothéose, Talon appelé à faire un geste historique. Plaidoirie de la jeunesse du Borgo. Je vais poursuivre le débat avec Hugues tout à l'heure en plateau. Dans les couloirs, oui. Ouais. Mais je veux répondre à votre préoccupation. Non, je pense que cet appel des jeunes, des jeunes du Borgo est quand même, pour ma part, je trouve que c'est pertinent. C'est pertinent parce que, voyez-vous, sur le plan politique, il y a quand même quelques, je veux dire, est-ce que c'est grincement dedans? Je ne trouve pas l'expression à ce que je veux exprimer, mais je mets ça entre griffes. Il y a quelques grincements, par rapport à un certain nombre de situations. Et aujourd'hui, cette sortie de ces jeunes-là témoigne de leur volonté de voir le chef de l'État quand même poser un acte politique qui pourrait lui faire terminer son mandat en beauté. C'est vrai qu'il y a quelques tâches. Quand on prend celle dont on parle, Rikia Madougou, c'est vrai qu'on dit que c'est un dossier juridique, qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais quand on analyse bien, quand on perce bien l'idée, c'est quand même un dossier politique également. Et donc, si les solutions, les discussions sont bien faites dans les couloirs politiques, on peut trouver une solution. Et voyez-vous, si on est arrivé là, jusqu'à aujourd'hui, moi je pointe du doigt l'opposition qui a quand même fait un mauvais management. Parce qu'il ne peut pas y avoir une situation comme ça et que vous n'ayez pas trouvé des moyens nécessaires pour prendre le chef de l'État sur l'émotion. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, à un moment donné, c'est une réflexion personnelle. Quand vous avez quelqu'un de très rationnel, très méthodique, vous ne pouvez pas aller sur le terrain rationnel avec lui. Il va vous battre à plate couture. Il faut pas emprunter le couloir de l'émotion. Et donc, je pense que l'opposition n'a pas suffisamment joué sur ça. Et donc, on a ces compatriotes-là qui se trouvent être dans cette posture-là aujourd'hui, qui me peinent et qui nous peinent tous d'ailleurs. Ce n'est jamais bien de voir des compatriotes de cette trempe politique-là en prison. On va espérer peut-être que... Pensez-vous que quelqu'un qui dit que le pardon est un péché puisse facilement être atteint? Oui, je trouve. Il y a pris de pitié aussi facilement. Oui, je trouve. Il y a personne, à moins d'être un extraterrestre, on doit vous prendre quelque part par émotion. C'est sûr. Quand vous trouvez la bonne manière, on trouve toujours le couloir pour y arriver. Cette situation-là est imputable à la classe politique dans son entièreté. On va juste espérer que cet appel soit de la jeunesse. Oui, de la jeunesse soit entendu et que, bon, si quelque chose peut être fait, que ça se fasse pour que cette situation-là puisse connaître un aboutissement heureux. Sinon, si ça continue comme ça, bon, ils vont pouvoir purger la totalité de la peine. Hector Zogo, très rapidement. Quand vous suivez le chef de l'État, Patrice Talon, vous vous rendez compte qu'il est quelqu'un de très disponible à pardonner. Par contre, il y a un certain nombre d'actes qui concernent la République. Et quand vous les posez, en tant que président de la République, il est intransigeant. Et vous vous retrouvez à sa place, vous ferez pratiquement la même chose. Parce que vous ne pouvez peut-être pas... vous n'allez jamais pardonner, par exemple, quelqu'un qui prend la décision de vouloir faire un coup d'État dans votre pays en tant que chef d'État. Peu importe votre bonne foi. Mais cette même personne a été pardonnée pour qu'il soit là. Non, c'est-à-dire que nous parlons d'autres choses, de deux choses différentes. Mais on parle du pardon. Non.
On parle du pardon. Quand le président... Hugues Zogo, on parle du pardon, parce qu'il faille qu'il pardonne afin de leur accorder la grâce présidentielle. Vous savez... Afin de décider de les libérer. Il a ce pouvoir-là. Vous savez... Et c'est ce que la jeunesse du Borgou demande attendez, à son père. Carole, attendez, je vais vous expliquer. Je continue de le dire. En tant que Patrice Talon, vous l'offensez, il vous pardonne. Il peut vous pardonner. Il faut même chercher à le tuer lui-même. Il va vous pardonner. Mais quand il se retrouve dans la posture de président de la République et vous voulez porter atteinte à la République, ça va être très difficile pour lui de vous pardonner. Parce que là, il se retrouve à sauvegarder un bien précieux qui est collectif, qui ne lui appartient pas. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Maintenant, ce que les jeunes là demandent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que les Béninois ne connaissent pas davantage qui est le président Patrice Talon. C'est le sentiment que j'ai. Parce qu'en fait, il met en place, au fur et à mesure, tout ce qu'il faut pour que les Béninois savent qu'il est un homme au grand cœur. Mais malheureusement, nous n'apprécions toujours pas. La question du Sénat. N'est-ce pas une manière d'amener les Béninois à apprécier la question du Sénat. La question du Sénat. Vous me direz peut-être dans un an ou dans deux, au plus, qu'en réalité, si la question du Sénat a été une question évoquée au point où ce soit désormais dans notre Constitution, c'est a priori pour ces personnalités-là qui sont aujourd'hui en prison. Parce que le chef de l'État l'a dit, il a rencontré Boni Yayi à plusieurs reprises. Il lui a demandé de faire des choses qu'il a refusé de faire. Et vous connaissez la proximité de Boni Yayi avec ces acteurs-là qui sont en prison. C'est là où on parle plus tard du dossier politique. C'est-à-dire, il y a le regard juridique, mais au-delà du regard juridique, il y a l'aspect politique. Vous connaissez la proximité de Boni Yayi avec ces acteurs-là. Et vous savez le rôle que ces acteurs-là ont joué à un moment précis aux côtés de Boni Yayi. Et donc, si le président de la République en exercice, à un moment donné, veut qu'on ramène la balle à terre, discute avec son prédécesseur, et que ce dernier va et ne veut plus, à un moment donné, céder un certain nombre de choses, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça va être tendu. La politique, c'est un autre regard. Ce n'est pas le regard que nous menons sur les plateaux. Il y a les réalités de la politique qui sont toutes autres. Et donc, je me dis aujourd'hui, le chef de l'État, il veut prendre à témoin d'autres personnalités qui ont toujours souhaité à ce que, effectivement, tel que vous le souhaitez, tel que nous le souhaitons tous, Rekia Madougou, le professeur Joël Aïvo, puisse se retrouver en dehors de ces lieux de détention. Quel Béninois ne le souhaite pas? Vous pensez un instant que les acteurs politiques de la mouvance-là ne souhaitent pas que Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvo se retrouvent en liberté? Ils le souhaitent tous. Mais il faut forcément des conditions. Maintenant, si vous êtes en face d'un animal politique qui vous dit oui, et du jour au lendemain, il commence par faire autre chose, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Le chef de l'État a tenu une émission la dernière fois. Il est revenu sur un certain nombre de choses concernant Boni Yayi. Vous connaissez très bien Boni Yayi. Quand ça ne l'arrange pas, il ne manque pas de sortie. Vous l'avez écouté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez écouté? Merci Hugues. Non, laissez-moi finir. Merci Stéphane. Donc pour moi, le Sénat viendra régler ces problèmes-là. Le Sénat viendra régler ces problèmes-là parce que le Sénat pourra avoir des personnalités qui pourront trancher. Oui, qui hier se retrouvaient en off sans être, je vais dire, de manière officieuse, mener le débat. Maintenant, ça peut être un débat officiel où on puisse dire, bon, nous avons quand même nos frères et sœurs. C'est vrai, c'est un regard politique que nous portons sur le dossier, mais il faut que nous puissions trancher. Le Sénat, qui regroupe désormais Boni Yayi et sans aucun doute le président Patrice Talon et d'autres acteurs que vous connaissez très bien, le Sénat pourra être en mesure de dire oui, voici les voies et moyens pour que nous puissions mettre fin à cette crise-là. Parce que c'est aussi une crise. Merci Hugues Zogo, merci Stéphane Arino Ransou.